Plateau parisien avec Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la planète vit une crise sociétale inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. À quoi pourrait ressembler le monde après l'épidémie du Covid-19 ? Je n'ai pas entendu votre question, pardon. À quoi ressemblerait le monde après cette épidémie? Une fois qu'elle sera passée, c'est une question qui nous a été suggérée par Roland de Bordeaux. Écoutez, je crois que comme toute épidémie, celle-ci laissera des traces pour le pire et pour le meilleur. Le pire, je crains par exemple que la Chine ne se prenne de l'envie de nous donner des leçons de santé ou de gestion des crises sanitaires. Ça peut être le pire. Le pire, ça pourrait être de s'habituer ou de prendre goût à des mesures disciplinaires excessives. Je voyais que en Hongrie, par exemple, la loi martiale a été décrétée jusqu'au 31 décembre prochain, comme en s'engouffrant dans cette crise et dans cette tragédie sanitaire. Le meilleur, c'est peut-être réapprendre le sens des choses, réapprendre le goût de la lenteur, aller moins vite, une sorte de refroidissement de cette surchauffe mondiale que l'on sentait, qui n'était pas seulement une surchauffe économique, qui était une surchauffe psychologique, émotionnelle. Il y a une sorte, on peut garder de ce moment tragique un refroidissement heureux de cet échauffement excessif. Voilà. Donc on pourrait imaginer cela. Après, la planète de demain, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a deux choses qui ne changeront pas. D'abord, il y aura d'autres épidémies. Parce que les épidémies, ça fait partie de l'histoire humaine. Celle-ci, le coronavirus, n'est ni la première, ni hélas la dernière épidémie de l'histoire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a, hélas, d'autres forces malignes qui sont à l'œuvre dans la planète, qui étaient là avant le coronavirus et qui seront là après. La méchanceté, la haine, le terrorisme, le djihadisme, tout cela était là avant. Moi, personnellement, me fait peut-être plus peur encore que cette épidémie et sera toujours là après aussi. Voilà. Donc la planète qui va émerger de cette crise sanitaire sans précédent depuis un siècle, depuis la grippe espagnole, ce sera une planète évidemment différente, parfois pour le pire et peut-être pour le meilleur. Et toujours Roland qui vous pose une autre question, Bernard-Henri Lévy. Quel portrait pouvez-vous esquisser de notre société depuis le début du confinement ? Écoutez, nos sociétés sont clairement des sociétés qui ont peur. Alors c'est très étrange cette peur, parce qu'après tout, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres fléaux qui nous frappaient récemment encore. Le terrorisme était un fléau terrible. Les guerres sont des fléaux épouvantables. Vous en savez quelque chose, vous, en Israël, qui vivez en état de guerre permanente depuis 72 ans. Il y a quelque chose dans cette épidémie de très étrange. Alors, vous savez, au fond, la grande différence entre une épidémie de cette sorte et les fléaux traditionnels, les plaies traditionnelles, les plaies d'Égypte, elles frappaient, dit-on, les premiers-nés. C'est-à-dire qu'elles choisissaient leur cible. Ce qu'il y a probablement d'effrayant, d'épouvantable au sens propre dans une épidémie de cette sorte, c'est qu'elle ne choisit pas. C'est ni les premiers-nés, ni les derniers-nés, c'est des ciblés sans considération de rang, d'excellence, de position sociale, et ainsi de suite. Donc, nos sociétés ont peur, elles ont probablement peur de cette mort qui peut frapper à tout moment. Après, il me semble que ce sont des sociétés aussi qui font preuve d'un très grand sang-froid, qui ont peur, mais qui ne paniquent pas, qui ne s'affolent pas. Et je ne parle pas de ceux qui sont en première ligne, qui s'exposent, les médecins, ces hussards, non pas les hussards noirs de la République, comme disait Peggy, mais les hussards blancs de nos républiques, et qui sont là
pour nous protéger. Les policiers, les éboueurs, ceux qui sont dans les chaînes de production et qui font que la vie continue de fonctionner normalement, ceux-là sont la preuve du fait que les sociétés démocratiques restent des sociétés solides qui fonctionnent, y compris dans les situations extrêmes ou dans ce quasi-état d'exception dans lequel nous sommes entrés. Oui, parce que même si l'épidémie actuelle n'a rien à voir finalement dans son ampleur avec celle par exemple de la Grande Peste de 1348, Richard de Toulouse nous pose la question suivante. La pandémie de Covid-19 fait-elle finalement ressurgir des peurs qui sont archaïques que nous avions finalement enfouies ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est le mot archaïque. Vous savez, les gestes barrières que nous sommes en train de redécouvrir et que nos gouvernants nous recommandent et nous ordonnent d'observer, ce sont des gestes qui sont aussi anciens que l'histoire. Lors de la première grande épidémie, le moment où le mot d'ailleurs a été inventé, épidémos, hein, c'était une petite cité grecque et où une épidémie a frappé en tombant sur le peuple, pas sur quelques-uns, comme les plaies d'Égypte, mais sur le peuple, sur le démos en tant que tel. Eh bien, Hippocrate était là, l'inventeur de la médecine, disons. Hippocrate était là, il recommandait, comme il sera là d'ailleurs pendant la peste d'Athènes, et il faisait des listes de gestes barrières, maintenir la distance, ne pas s'étreindre, ne pas se donner l'accolade, et ainsi de suite, qui sont exactement les gestes barrières d'aujourd'hui. Alors, en un sens, la science a progressé, mais nous, dans nos réactions d'humains, nous n'avons pas progressé, et il y a là une espèce d'archaïsme, à la fois d'une certaine manière rassurant, et puis aussi, par d'autres côtés, terrifiant, mais qui est notre lot face à ces maladies qui tombent épidémos sur le peuple tout entier, sans choix de la cible. Marie-Charlotte de Rouen qui s'inquiète. Comment se passe une sortie d'épidémie? Est-ce que c'est un déchaînement de jouissance ou bien une pénitence collective? Que faut-il prévoir? Moi, je crois qu'il y a les deux. Je crois que pour l'instant, il flotte en effet sur le monde, en tout cas sur le monde des démocraties heureuses. Un parfum de carême collectif, oui. Un parfum de, peut-être pas de pénitence, mais disons en tout cas une sorte de diète. La diète, elle est maintenant. Et on sent cela dans les commentaires des uns et des autres. Il y a ce sentiment qu'on est allé trop loin dans la course effrénée vers des buts hors d'atteinte et ainsi de suite. Il me semble que la sortie d'épidémie, j'espère en tout cas, elle ressemblera plus à un renouement joyeux et heureux avec ce que le monde d'avant, c'est-à-dire d'il y a 15 jours, avait tout de même de formidable, c'est-à-dire la possibilité de se serrer la main, comme les révolutionnaires de 89, la possibilité de se donner l'accolade, comme dans les pays méditerranéens que j'aime tant, la possibilité pour les amoureux de se caresser et de s'embrasser sans peur de l'infection. Voilà, il me semble, en tout cas je l'espère de toutes mes forces, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour ceux qui nous écoutent, que le monde dans quelques semaines, d'après l'épidémie, ça sera le renouement avec la joie. Et Patrick de Jérusalem, qui vous demande justement, Bernard-Henri Lévy, le confinement général permettra-t-il au monde de se recentrer sur ce qui est vraiment important? Non, je crois que, vous savez, l'espèce humaine est incurable. Et ça, toutes les grandes civilisations le savent. Et la pensée juive a dit beaucoup de choses là-dessus, sur le caractère incurable de la condition humaine. Il y a quelque chose qui n'est pas... on ne va pas se débarrasser comme d'une espèce de cellule maligne de tous nos péchés, de toute notre tentation du méfait, et ainsi de suite. Non, on ne va pas se concentrer sur l'essentiel. On se concentre sur l'essentiel aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que sortira de cette épidémie une humanité angélique. Et d'ailleurs, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment tous envie d'une humanité recentrée sur l'essentiel? En partie, oui.
Mais enfin, ce qui n'est pas essentiel, ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie de la joie de vivre. Il y a le non essentiel, pour l'un, c'est un rayon de soleil. Pour le second, pour le deuxième, c'est une lecture inutile. Pour le troisième, c'est une mauvaise plaisanterie. Tout ça fait partie de la vie. Quel ennui si d'un seul coup, je ne sais quelle punition nous obligeait, nous contraignait à nous recentrer sur l'essentiel. Non, on est déjà suffisamment centré sur l'essentiel quand nous sommes face à la maladie, face à la mort, face à la peur. Vous savez, avant le coronavirus, encore une fois, il y avait d'autres peurs. La peur du terrorisme pour une maman qui voyait son enfant partir à l'école à certaines années récentes de l'histoire d'Israël, c'était peut-être plus terrible encore que la peur d'une épidémie. Non, mais donc, parce que si vous voulez... Bien sûr, se recentrer, ouais. Pas nécessairement sur l'essentiel. Oui, parce que quand même, on peut s'interroger, au sortir de cette crise sanitaire, après des semaines de privation, est-ce qu'on peut s'attendre à une vague d'hyperconsommation, un peu comme, j'ai envie de dire, une séance de rattrapage? Je ne sais pas cela. Ce qui est sûr, et je ne suis pas économiste, mais j'imagine que ceux qui ont décidé de mettre les grandes économies en état de coma artificiel savent ce qu'ils font. J'espère qu'un coma artificiel, comme dans la médecine d'ailleurs, on s'en réveille facilement. J'espère que les économies repartiront. Parce qu'après tout, l'économie, c'est pas un mot sale. C'est ça qui fait que les sociétés sont prospères, sont un peu heureuses, peuvent maîtriser les maladies à venir, ainsi de suite. Si on sortait de ce long confinement, puisque c'est le mot, de ce long confinement, si on sortait de cette quarantaine avec des économies à genoux, alors... Bonjour l'état des hôpitaux, adieu les espoirs que nous nourrissons aujourd'hui d'avoir enfin des systèmes sanitaires performants et ainsi de suite. Donc le vrai vœu, c'est pas l'hyperconsommation, le vrai vœu qu'il est permis de former aujourd'hui, et je crois qu'il est raisonnable de le former, c'est que nos économies performantes, qui sont aujourd'hui grippées, qui sont en état d'ankylose forcée, repartent de l'avant, recréent de la richesse et recréent le minimum de bonheur que des institutions peuvent donner. Et dans la manière d'envisager notre travail, est-ce que finalement les choses vont changer? Il n'y a que depuis la décennie précédente qu'on donne de l'importance à maintenir l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Les générations précédentes finalement avaient négligé cet équilibre. Une expérience comme celle-ci, ça remet les choses en place? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, du point de vue de la vie professionnelle, il y a cette expérience grandeur nature et forcée qui est en train de se faire un peu partout du télétravail, du travail à distance. Franchement, je suis incapable de dire si cette forme-là de travail apparaîtra comme plus désirable que le travail au contact des autres, avec la possibilité d'aller à la cantine ou à la machine à café, de blaguer avec les copains de bureau, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Est-ce que ça changera? Est-ce que nous allons faire un pas de plus vers le travail dématérialisé, le travail à distance? Peut-être, mais peut-être pas. Et personnellement, d'ailleurs, là encore, vous l'avez deviné sans doute, je ne le souhaite pas. Je pense encore que les hommes, les femmes s'accomplissent aussi dans la socialité, dans le rapport de visage à visage, dans le rapport interhumain véritable, et pas à travers des écrans. Donc, changer les habitudes de travail en allégeant la charge, oui, en s'apercevant qu'on peut organiser au milieu d'une semaine une journée de travail à domicile, tant mieux. Mais généraliser cette espèce de dématérialisation des contacts dans le travail, il me semble que ce serait un appauvrissement pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Merci.